Bonjour à tous et bienvenue pour ce 179e briefing. Nous ne sommes que tous les deux avec Arnaud, comme vous pouvez le voir. Il n'empêche que ce briefing va être très dense, d'autant plus que Igor a donné à Arnaud ses fiches et ses informations. Alors, Arnaud, vous commencez par l'économie. C'est ça, Madame la Présidente, si j'ose dire. Nous commençons par quelques brèves économiques avec l'agence de notation russe ACRA qui dit s'attendre à une croissance située entre 0,5 et 1,3% en 2024. Pour mémoire, le ministère du Développement économique est plus optimiste puisqu'il table sur une croissance de 2,3% l'année prochaine. La Banque centrale, elle, est plus proche de la première évaluation que je mentionnais, puisqu'elle envisage une hausse du PIB entre 0,5 et 1,5 l'année prochaine. Autre rappel, cette année, la Russie devrait effectuer une croissance de 3%, voire un petit peu plus, peut-être 3,1, 3,2. En d'autres termes, il y aura une décélération de l'activité économique l'année prochaine. C'est quelque chose qui est assez communément admis après ce cycle de surchauffe. Hein, les économistes russes parlent de surchauffe de l'économie actuellement. Il y aura un ralentissement, mais pas de récession, bien sûr. Ralentissement qui pourrait être accentué par le relèvement des taux d'intérêt. Je rappelle qu'ils sont à 15% depuis la fin octobre. Mais la Banque centrale pourrait procéder à un nouveau relèvement à 16 voire 17%. Et cela pèserait le cas échéant sur l'activité des entreprises. Les entrepreneurs sont déjà inquiets du coût de l'argent en Russie. Autre chiffre, les salaires réels, donc hors inflation, qui ont augmenté de 7,2% en septembre par rapport à la même période de l'année dernière, sont des chiffres officiels et ça confirme les remontées que nous avons de la part des investisseurs français et autres à Moscou, mais également en région, où il y a un déficit de main-d'œuvre et surtout une très forte concurrence entre le secteur privé, au sens large, les entreprises liées à la défense, qui sont nombreuses et qui proposent des salaires généralement beaucoup plus élevés que la moyenne régionale. Et puis, on le sait, le ministère de la Défense, qui lui-même recrute des contractuels pour l'Ukraine. Un autre chiffre plus exotique, si j'ose dire, le prix des bananes au détail, qui a augmenté de 50% par rapport à 2022. Donc on voit que, on sait que l'inflation alimentaire est plus forte que l'augmentation des prix relatifs aux produits non alimentaires. Les bananes en sont une illustration. Et enfin, les entreprises étrangères qui ne devraient plus représenter que 10% des baux commerciaux dans les centres commerciaux de Moscou, contre 21% en 2019 et, tenez-vous bien, en 2009, 53%. 53% des baux commerciaux dans les centres commerciaux de Moscou étaient à l'époque contractés par des entreprises étrangères. J'en viens maintenant au chapitre politique intérieure et société, avec une intervention du président Poutine le 28 novembre devant le Congrès populaire russe mondial, qui est une structure euh, placée sous l'égide de l'Église orthodoxe et sponsorisée par l'homme d'affaires Konstantin Malofeyev. Le président russe a fait un certain nombre de déclarations. Il a dit, entre autres, que la lutte pour la souveraineté relevait, je cite, de la libération nationale. Selon le président russe, je cite encore, le monde russe a barré la route à ceux qui prétendent à l'hégémonie mondiale et à l'exceptionnalité. Et enfin, Vladimir Poutine a consacré de longs passages de son discours à la famille, à la démographie, aux valeurs traditionnelles. Il a ainsi déclaré que les problèmes démographiques ne pourraient, selon lui, être réglés seulement par l'argent, en d'autres termes, par des aides financières. Vyacheslav Volodine, le président de la Douma d'État, qui lui aussi s'est exprimé ces derniers jours, et notamment sur sa chaîne Telegram le 25 novembre. Il a rappelé, il l'avait déjà dit, que personne, je cite, n'attend les relocaliser à bras ouverts. En d'autres termes, les Russes qui sont partis
à l'étranger après le 24 février, selon lui, ne sont pas les bienvenus en Russie, si tant est qu'ils aient l'intention de rentrer, ce qui est le cas d'ailleurs, dit-on, d'une bonne partie d'entre eux. Certains chiffres circulent, 30%, 40%, certains disent la moitié. Donc voilà un élément de contexte politique à l'égard de ces gens-là. Le autre dossier qui a fait parler de lui dans le microcosme politique russe, le maire de Penza, qui est une ville de Russie centrale, qui est au centre d'une polémique depuis quelques jours, après avoir dit, je cite, j'ai un immense respect pour les participants à l'opération militaire spéciale. Nous avons pris de nombreuses mesures de soutien à leurs familles, mais je souhaite que vous vous demandiez comment on pourrait être perçu par le système psychique d'un enfant un grand nombre de plaques commémoratives en hommage aux combattants tombés en Ukraine. Il s'agit avant tout d'établissements scolaires où vont des enfants de 7 ans et plus. Il réagissait aux propos d'un autre élu, conseil municipal de Penza, qui critiquait le refus d'un directeur d'école d'installer sur la façade de l'établissement en question une plaque dédiée à un ancien élève récemment tué en Ukraine. Et donc, ça a été montré, ça a circulé sur les réseaux sociaux, et des députés de la Douma d'État ont critiqué le maire de Penza, jugeant que son patriotisme était défaillant, entre guillemets. Mais il semblerait qu'il soit soutenu localement par de nombreux administrés. Une dernière nouvelle politique, certains diront qu'elle est humoristique, mais en fait non, c'est très sérieux. Le député Oleg Nilov, qui a proposé de rebaptiser le golfe de Finlande en golfe de la Neva ou de Kronstadt, en raison de la politique inamicale de la Finlande à l'égard de Moscou. De façon plus générale, que peut-on retenir des débats, de l'actualité politique de ces derniers jours, de ces dernières semaines? Il y a vraiment un sujet qui monte, qui devient, si ce n'est omniprésent, en tout cas important, c'est celui des éventuelles restrictions au droit à l'avortement. On en avait parlé ici, je sais qu'Igor l'a abordé en mon absence. Euh, on voit des prises de position du patriarche, de députés, de publicistes. On constate également que ça se traduit d'ores et déjà par euh, la fermeture de certains services dédiés à l'avortement dans les cliniques privées, dans certaines d'entre elles en tout cas. Euh, Pourquoi ce débat? D'où vient-il? D'abord, c'est la conséquence évidemment du tournant conservateur à l'œuvre en Russie depuis 2012, mais c'est aussi l'illustration des craintes de la classe politique russe face à la dégradation de la situation démographique qui s'accélère et qui résulte de trois facteurs principaux. D'abord, le principal, c'est le fait que aujourd'hui en Russie, les classes d'âge de femmes en âge de procréer est très réduit en réalité. Conséquence de la démographie catastrophique des années 90. Le deuxième facteur, c'est le Covid, on l'oublie un petit peu, mais il y a eu une très forte mortalité en Russie, probablement 1 million de morts en 2020-2021, et puis aussi, même si c'est de moindre ampleur à ce stade, le conflit en Ukraine. Mais ce qui m'interpelle en tant qu'analyste de la scène politique russe, c'est que c'est un sujet très sensible, très explosif potentiellement pour le pouvoir en place. Pourquoi? Parce que les femmes, on le sait, ont toujours plus voté Poutine que les hommes depuis 2000. Or, les femmes en Russie sont majoritairement, très majoritairement hostiles à toute immixtion de l'État dans les affaires privées. Or, les questions d'avortement relèvent évidemment de la sphère privée. Donc, c'est un sujet qui est à manier avec précaution par les partisans, généralement mâles d'ailleurs, de Vladimir Poutine, parce que cela peut susciter des réactions ou réveiller un électorat qui généralement est plutôt loyal à l'égard du Kremlin. Avant de passer à la politique étrangère et à la diplomatie, on peut peut-être répondre à une ou deux questions. Vous n'avez pas parlé du déchaînement des éléments dans le sud de la Russie. Et on a une question, est-ce qu'on a une estimation chiffrée des dégâts
de cette tempête. Et puis, on parle de la liaison ferroviaire pour Krasnodar qui serait coupée. Et est-ce que vous savez quels moyens de transport on peut avoir pour se rendre dans cette région? Alors, je n'ai pas, et il n'y a pas à ma connaissance de bilan chiffré des dégâts. Ce que l'on sait évidemment, c'est que en Russie, de façon générale, les assurances fonctionnent moins bien qu'en France, en tout cas pour les particuliers. Donc, les dégâts sont potentiellement plus lourds de conséquences pour les particuliers. On a vu des habitations détruites. On a vu effectivement ce chemin de fer qui longe la côte de la mer Noire, si ce n'est détruit, en tout cas hors service pour quelques jours. Donc, ce sont les régions du Koubagne et de Crimée qui ont été le plus touchées et le sud de l'Ukraine autant. Donc, oui, on a parlé de tempête du siècle. Euh, euh, voilà, c'est un sujet important, c'est un sujet qui a des conséquences également militaires à court terme, en tout cas pour le conflit en Ukraine. Bon, mais on n'a pas de chiffres pour l'instant. Et vous avez parlé de la possibilité ou de l'impossibilité du retour de ceux qui sont partis après février 2022. Maintenant, une autre question nous est posée. Est-ce que les étrangers qui veulent venir en Russie, travailler ou vivre, vont-ils réellement devoir, comme on l'a dit, signer un document de loyauté envers ce pays? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des initiatives du ministère de l'Intérieur, des pré-projets de loi qui sont rédigés au ministère de l'Intérieur sur divers sujets d'ailleurs. Et ça fait partie des sujets effectivement et des rédactions les plus surprenantes. Euh, alors, de quoi s'agit-il en fait? On peut penser que le ministère russe de l'Intérieur s'inquiète de deux types de populations immigrées, les Ukrainiens et les Centra-Asiatiques. En fait, je pense que ce sont les cibles prioritaires de cet éventuel texte. Bon, qui n'est pas un texte de loi, qui n'est pas une loi, c'est un avant-projet. Le porte-parole du Kremlin lui-même, ce matin, n'a pas été en mesure de commenter. On verra s'il a une suite. Tous les pré-projets ne se transforment pas en loi. Évidemment, symboliquement, c'est assez fort et pas anodin du tout, mais encore une fois, on n'en est pas là. Alors, vous avez parlé du Conseil mondial du peuple russe et de l'intervention de Vladimir Poutine. Euh, un auditeur nous demande, nous dit, Poutine a déclaré être russe, pardon, c'est plus qu'une nationalité, c'est également une identité culturelle et historique. Et la question de cet auditeur est qu'en pense le russe moyen? Je ne sais pas si vous avez fait des sondages sur la Non, je n'en ai question. pas fait et je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'ailleurs, en tout cas pas depuis l'intervention de Vladimir Poutine. Ce qui est intéressant, c'est que Poutine réutilise l'expression monde russe, qui était un peu tombée en désuétude depuis 2014-2015, et qu'il essaie de redéfinir ou de préciser les choses sur ce qu'est être russe. Je rappelle, et là le français, qui est une langue riche, riche, presque aussi riche que le russe, mais ne nous rend pas service dans le sens où il y a un seul mot pour désigner россияне et русские. On pourrait dire russe et russien. Russe au sens ethnique du terme, et russien, finalement, les habitants de la Russie, sont entendus les autres peuples. Poutine cherche à faire une synthèse. Voilà, c'est une tentative théorique intéressante et plutôt inattendue, encore une fois, parce que on ne pensait pas que l'heure était aux théories, aux redéfinitions de la citoyenneté, de l'identité, de la nationalité. Je pense que ça passe assez largement au-dessus de la tête du russe moyen. Par contre, il y a une dizaine de jours, une prise de position d'un député du Daghestan qui proposait de qualifier tout le monde de rousski, c'est-à-dire de russe ethnique. Donc, bon, manifestement, ça taraude certaines personnes, cette question identitaire. Je ne suis pas sûr que ce soit cependant central dans la campagne électorale présidentielle qui s'ouvre en Russie. On peut peut-être passer maintenant aux questions diplomatiques et de politique étrangère. Volontiers, avec d'abord l'aide à l'Ukraine et le groupe de Rammstein, c'est-à-dire le groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, qui s'est réuni pour la 17e fois en Allemagne, en présence, et ça c'était la première fois, du chef d'état-major ukrainien Valéry Zaloujny,
On voit s'esquisser une nouvelle approche avec certains pays qui mettent en avant leurs compétences et qui les proposent à l'Ukraine. Euh, Par exemple, la France et l'Allemagne sont en pointe sur la défense antiaérienne et la coopération dans ce domaine avec Kiev. Il y a la coalition des F-16, entre guillemets, qui est emmenée par le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas. Et la Grande-Bretagne et la Norvège, quant à elles, s'occupent plutôt de la coalition navale chargée de renforcer le dispositif ukrainien en mer Noire. Autre volet de l'aide occidentale, c'est un volet financier, puisque Kiev a reçu le 22 novembre, en fin de semaine dernière, une tranche de 1,5 milliard d'euros. Euh, Selon la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, le montant de l'aide perçue par l'Ukraine cette année s'élève désormais à 16,5 milliards sur les 18 qui ont été votés. Donc il reste encore une tranche de 1,5 milliard à débloquer. Euh, Depuis mars 2024, le montant des aides européennes à l'Ukraine, aides financières, humanitaires, budgétaires, militaires, représente 85 milliards d'euros. Alors la question évidemment c'est la suite et ce n'est pas clair puisque l'on a appris aujourd'hui qu'il y avait de sérieuses divergences entre États membres sur la nature de l'aide à apporter au cours des prochaines années à l'Ukraine, son ampleur, hein. Sur la table, il y a une proposition de 50 milliards avec des prêts, avec des dons. Apparemment, certains États ne veulent pas aller aussi loin et voudraient plus de prêts et moins d'aide directe. Affaire à suivre, mais en tout cas, la tendance que l'on a décrite ici ces dernières semaines, qui est celle d'une réduction de la voilure finalement occidentale, que ce soit l'aide militaire, hein, et avec par exemple les livraisons d'obus qui marquent le pas, ou l'aide économique et financière. Tout ça se confirme. L'Ukraine, de toute évidence, va recevoir moins d'aide en 2024 dans tous les domaines, et c'est un facteur qui, évidemment, est central dans la suite du conflit et dans l'issue du conflit. Autre information qui est une confirmation en réalité. Un entretien accordé le 25 novembre à une chaîne de télévision ukrainienne par David Arachamia, qui est un proche de Zelensky, qui était surtout le chef de la délégation ukrainienne à Istanbul en mars 2022. Il a confirmé explicitement ce qu'on savait, ce qui se disait, y compris à Moscou, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a eu un accord et que cet accord a été comment dire, annulé finalement ou non respecté par l'Ukraine à l'instigation des Britanniques, du Premier ministre Boris Johnson, qui, dans la foulée des discussions d'Istanbul, s'était rendu à Kiev et qui je ne mets plus de conditionnel puisque c'est confirmé par tous les protagonistes, qui a dissuadé ou convaincu les Ukrainiens de ne pas s'engager sur cette voie négociée. Il a dit, nous ne signerons rien du tout avec eux, sous-entendu avec les Russes, battons-nous. Donc c'est un pavé dans la mare. Encore une fois, on le savait, mais ça n'avait pas été confirmé par les Ukrainiens eux-mêmes. Et ce type de révélation pèse lourd à un moment où eh bien, le débat en Occident sur l'Ukraine est en train d'évoluer assez rapidement, où le pessimisme quant aux perspectives de reconquête du Donbass et de la Crimée sont assez sombres, et où, à un moment où si ce n'est les appels, en tout cas dans la presse, les ouvertures ou les scénarios de discussion se font de plus en plus insistants, eh bien maintenant, on apprend qu'il y avait un accord de paix, que finalement le conflit aurait pu s'arrêter dès mars 2022, que les Russes voulaient essentiellement la neutralité de l'Ukraine et son non-entrée dans l'OTAN, et que donc les Britanniques et M. Johnson personnellement ont joué un rôle tout à fait décisif dans le choix qui a été fait, le choix de la poursuite du conflit. Euh, Encore trois petites nouvelles. La première, c'est
le forum organisé par l'IMEMO, l'Institut de l'économie mondiale et des relations internationales, l'Institut Primakov qui organise tous les ans des lectures. Quelqu'un nous demande ce que sont exactement ces lectures Primakov. Alors, il y a beaucoup de lectures au pluriel en Russie en ce moment. Il y a les lectures Primakov, les lectures Ogarkov, spécialisées dans les questions militaires, les lectures Likhachov à Saint-Pétersbourg, dans un registre plus littéraire. Il s'agit de symposiums un peu formels, un peu intellectuels, parfois politiques. Et donc, Sergei Lavrov a pris la parole lors de ces lectures Primakov et il a fait un certain nombre de déclarations qui ne sont pas sensationnelles, mais qui donnent le ton et qui révèlent l'état d'esprit de la diplomatie russe et donc du Kremlin. Il dit par exemple que, je cite, la Russie y réfléchirait à 10 fois si l'Europe proposait de rétablir ses relations avec elle. Euh, euh, il se dit convaincu que les sanctions resteront en place même après la fin de l'opération spéciale, entre guillemets. Il dit que l'objectif de la Russie n'est pas tant de normaliser ses relations avec les Européens, qui, je cite, sont sous influence américaine, que de s'affranchir de leur action. Autre actualité, donc voilà, une tonalité très anti-occidentale, très fermée quelque part, ou peut-être lucide. Deuxième actualité, toujours liée à Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères, qui prend part aujourd'hui même au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OSCE en Macédoine du Nord, à Skopje. Ça n'allait pas de soi. Pourquoi? Parce qu'on le sait, il est sous sanction et l'espace aérien européen est fermé théoriquement aux avions russes. Alors la Grèce et la Macédoine ont levé les restrictions. La Bulgarie, dans un premier temps, a dit qu'elle le ferait, et puis, ayant appris que se trouvait à bord à bord de l'avion du ministre sa porte-parole, Mme Zakharova, la Bulgarie a décidé de ne pas laisser passer l'avion. Donc on voit, il y a eu quelques péripéties, assez dérisoires d'ailleurs. L'Ukraine, en signe de protestation contre la présence du ministre russe, a boycotté la plénière, de même que les Baltes et les Polonais, je ne suis pas sûr. Je crois qu'ils étaient finalement présents. Voilà en quelques mots, aussi encore une nouvelle, n'est pas inintéressante, une actualité russo-turque avec le vice-premier ministre Alexandre Novak, qui, on le sait, est spécialisé dans les questions énergétiques. C'est lui qui négocie avec les Saoudiens des accords pétroliers, avec parfois les Chinois. Eh bien, il s'est rendu en Turquie euh, pour participer à une réunion de la commission intergouvernementale. Et il a révélé que le commerce bilatéral cette année devrait dépasser la barre des 100 milliards de dollars contre 62 l'année dernière. Donc on voit une dynamique tout à fait spectaculaire entre Moscou et Ankara dans le domaine commercial. Russie-Chine, c'est 200 milliards. Donc on voit les ordres de grandeur. Avant le conflit en Ukraine, euh, la relation entre la France et la Russie, c'était 10, 15, 20 milliards au maximum. Donc on voit que la réorientation du commerce extérieur de la Russie prend forme de façon concrète et assez spectaculaire. Voilà, cher Anne, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Mais c'est déjà beau. Vous parliez tout à l'heure de la tonalité anti-occidentale des discours du ministre Lavrov. Euh, dans le même genre, peut-être, en tout cas, d'une volonté de se libérer de la dépendance, entre guillemets, occidentale. On nous dit, on cite Vladimir Poutine, ou en tout cas, sans le citer forcément exactement, on donne l'essentiel de sa déclaration. L'Occident pensait que la Russie ne pourrait jamais se débarrasser de sa dépendance technologique, mais cela se produit très vite. Et l'auditeur, spectateur demande propagande ou réalité. Un peu les deux. Euh, euh, Disons que ça relève, ça dépend des secteurs en réalité. Il y a des secteurs où la Russie effectivement avance vite, ou a pu contourner des sanctions par exemple.
Mais il y a des domaines où les liens n'ont pas été rompus et je serais tenté de dire personnellement tant mieux. Parce que ce n'est pas forcément une relation de dépendance, mais de coopération. Donc, parmi les domaines où euh, finalement la réorientation ou la substitution d'importation est plus compliquée, eh bien, ce sont des domaines bien connus, hein, l'informatique, l'aéronautique. On sait que les embargos sur les pièces de rechange des Boeing et des Airbus obligent à des stratégies de contournement en direction de l'Iran et de la Chine notamment. Il y a aussi des sanctions récentes qui pourraient poser problème, celles relatives au GNL. C'est un axe de développement important pour le secteur énergétique russe. Or, les Américains, il y a quelques jours, quinzaine de jours à peu près, ont décidé de sanctionner certains projets. Et là, les technologies, pour l'instant en tout cas, elles sont allemandes ou américaines. Pour l'essentiel, la Russie commence à développer des choses. La Chine n'en a pas vraiment, enfin pas dans les volumes souhaités. Donc il y a des goulots d'étranglement. Après, que veut dire la souveraineté? C'est une question qu'on se pose en France aussi, qu'on se pose un peu plus en Russie. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de pays totalement souverain. Parfois, j'ai l'impression, en tout cas qu'en Russie, on confond la souveraineté et l'autarcie, ce qui sont des choses assez différentes. Aucun pays, pas même les États-Unis, ne sont autosuffisants, même dans le domaine de l'armement d'ailleurs. L'URSS l'était pratiquement, avec l'apport des pays du bloc de Varsovie. Mais il y a, je pense, une confusion dans les esprits en Russie, dans beaucoup de domaines, mais dans celui-ci en particulier, sur le sens des mots et le sens du mot souveraineté. Le risque, me semble-t-il, pour la Russie elle-même, je ne parle même pas des investisseurs étrangers ou des personnes qui souhaiteraient conserver des liens avec la Russie, c'est que prévalent dans ce débat eh bien l'acception de la souveraineté comme autarcie. Et c'est d'autant plus risqué, et d'autant plus, plutôt ce risque est d'autant plus évident dans le cas de la Russie qu'il y a ici une vieille tradition de fermeture sur soi, de repli sur soi, et de défiance à l'égard de l'Occident. Donc on est en plein là-dedans, c'est assez cyclique, ce n'est pas la première fois, c'est probablement pas la dernière, mais on atteint des niveaux effectivement assez élevés et spectaculaires dans la rhétorique, en tout cas. Alors, vous n'avez pas évoqué la perte par la Russie de son siège au Conseil exécutif de l'Organisation pour les armes chimiques. Et on nous demande quelles conséquences cette perte peut-elle avoir. Alors, à voir, hein, il faudrait regarder concrètement comment fonctionne cette organisation qui est basée à La Haye, je le rappelle. Pourquoi elle a perdu son siège? Parce qu'il y a eu un certain nombre de pays, occidentaux en particulier, qui estiment depuis un certain temps à tort ou à raison, que la Russie ne joue pas le jeu, que ce soit en Syrie ou sur son propre territoire, en lien avec de fâcheux incidents impliquant des opposants, par exemple. Là, il y a un bras de fer politique. Euh, il faudra voir ce que ça implique. Je ne suis pas certain que c'est des conséquences très spectaculaires, puisque la Russie était déjà très isolée au sein de cette organisation, en tout cas, était pointée du doigt par de très nombreux pays et pour le coup assez peu défendue, même par les pays qui, dans le conflit ukrainien, sont assez neutres. Vous avez parlé d'un éventuel rebaptême, si j'ose dire, du golfe de Finlande. On nous demande après la Finlande, d'autres pays pourraient-ils fermer leurs frontières terrestres avec la Russie? Les Baltes, par exemple, en tout cas les Estoniens et les Lettons, ils en ont parlé. Les Lituaniens ont dit que ce n'était pas à l'ordre du jour. Je n'ai rien vu passer de la part des Polonais. Donc plutôt l'Estonie, à ma connaissance, c'est le seul pays qui s'est exprimé sur le sujet ces derniers jours. Et puis, la Russie aurait affirmé qu'elle allait développer ses relations avec l'Arménie. Et on nous demande qu'en est-il du point de vue économique. Alors aujourd'hui, à Skopje, se tient une réunion entre les ministres russes et arméniens des Affaires étrangères, ce qui est assez surprenant, qui se rencontrent en terrain neutre.
On sait qu'il y a de l'eau dans le gaz, et en tout cas qu'il y a une volonté arménienne de, si ce n'est de prendre ses distances, en tout cas de manifester sa déception et ses mécontentements à l'égard de la Russie, dont elle pense qu'elle n'a pas été assez solidaire dans l'affaire du Karabakh. Ce à quoi les Russes répondent qu'ils n'ont aucune raison d'être plus royalistes que le roi, que ce sont les Arméniens qui, les premiers, ont reconnu l'appartenance du Karabakh à l'Azerbaïdjan, et que de toute façon, la garantie de sécurité ne s'étendait pas à cette province contestée. Mais le fait est qu'il y a une dégradation des relations politiques. Il y a aussi, semble-t-il, dans l'opinion publique arménienne, une réelle déception, voire une certaine animosité. Ici, je dirais on n'ignore pas cette réalité, mais on ne surestime pas l'ampleur de ce mouvement d'humeur. Mais oui, les Russes comprennent qu'ils doivent malgré tout faire attention à cette relation, qu'elle n'est pas totalement acquise. Et illustration de ça, c'est peut-être les livraisons d'armes françaises à l'Arménie. Alors, elles sont symboliques, mais là encore, c'est un symbole fort, puisque l'Arménie, je le rappelle, fait partie du traité de sécurité collective de la CEI, que c'est voilà, que c'est un allié militaire de la Russie, au même titre que la Biélorussie et que le Kazakhstan, et qu'évidemment, le fait de s'approvisionner ou de commencer à le faire auprès d'un pays de l'OTAN, ce n'est pas rien. Donc, oui, l'Arménie et la Russie traversent une période difficile dans la relation bilatérale. Jusqu'où ira cette brouille, ce n'est pas très clair, certainement pas jusqu'à la rupture. Pour terminer, deux petits coups de griffe. Euh, le premier, le 14 septembre, ce sera la ligne directe de Vladimir Poutine, sans limite de temps. À quoi peut-on s'attendre? Alors, je ne sais pas si la question porte sur la durée Peut-être des évanouissements ou ce genre de choses. possible. Alors oui, ce sera d'ailleurs un exercice un peu hybride, si j'ose dire. Conférence de presse et ligne directe en même temps, deux en un, avec probablement une annonce la veille, le jour même ou le lendemain, probablement la veille, de la date de la présidentielle et l'officialisation de la candidature de Poutine. Donc, on peut raisonnablement penser que le 14 décembre marquera le début de la campagne présidentielle de Vladimir Poutine. Et puis alors, coup de griffe, le dernier, en sens inverse, la mort de Henry Kissinger n'a-t-elle pas encore été imputée au Kremlin? Nous demandons. Je pense qu'il y a des limites à tout dans la mauvaise foi et dans l'humour. Voilà, eh bien, écoutez, je vous rappelle que les briefings sont un éclairage sur l'actualité que vous pouvez retrouver sur notre compte YouTube, que pour les membres de la CCI France-Russie, vous avez la hotline at ccifr.ru, et puis les newsletters. Si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien, abonnez-vous et suivez la CCI France-Russie sur les réseaux sociaux. Je peux dire que je suis très choqué, Anne, que vous utilisiez le mot newsletter. Euh, Oui, oui, bien sûr, c'est- mais c'était je écrit pensais que ce en serait une papier. lettre d'information. Lettre d'information, je suis tout à fait d'accord. Écoutez, bonne soirée à tous et bonne semaine. On se retrouve pour le 180e briefing jeudi prochain à 15h30 heure de Paris et 17h30 heure de Moscou. Tenez bon.